à tous. Effectivement, je vais introduire la journée en commençant, donc, comme s'intitule la journée, on va parler des concepts, des trois concepts qui nous intéressent aujourd'hui. Les services écosystémiques, les solutions fondées sur la nature et les paiements pour services environnementaux. Et pour débuter la journée, donc, je vais parler de ce concept de service écosystémique, essayer de retracer rapidement son historique, les quelques controverses qui ont jalonné son parcours, et puis faire un point aussi sur la situation où nous en sommes aujourd'hui en France sur l'utilisation de ce concept et sur ses applications. Alors, c'est un peu décalé. Le terme de service écosystémique et le concept finalement n'est pas si récent que ça, puisqu'il est apparu dans la littérature scientifique pour la première fois en 1977 dans un article qui s'intitulait « Combien valent les services de la nature ?» On voit déjà là que la notion d'évaluation économique ou pas, mais de donner une valeur à ces services, était déjà existante il y a maintenant un peu plus de 40 ans. Après cette première publication, bon, il y en a d'autres qui sont sorties, mais les deux publications phares qui ont posé ce concept, on va dire, sont arrivées en 1997, qui est un peu plus de 20 ans, avec notamment un article de Robert Costanza qui s'intitulait La valeur des écosystèmes, des services écosystémiques mondiaux et du capital naturel. Les travaux se sont poursuivis ensuite. D'ailleurs, c'est lui, avec cet article, qui a posé la définition des services écosystémiques que je vous montrerai après, mais que vous connaissez certainement. Et le concept a fait son chemin, et en 2001, il y a un énorme travail qui a été entamé, qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment, le MEA, qui a mobilisé à peu près 1600 chercheurs du monde entier pendant plus de 4 ans pour arriver à cette publication en 2005 qui tentait de donner une valeur globale à la nature à l'échelle de la planète. Et puis assez rapidement derrière, en 2009, est sorti un article qui lui portait sur le volet économique, sur l'évaluation économique de ces services écosystémiques. Alors dans les ouvrages que j'ai consultés pour faire cette présentation, les auteurs expliquent bien que, évidemment, cette notion et ce concept étaient déjà existants bien avant 1977, mais qu'ils n'avaient pas été, on va dire, formalisés, et que, d'après eux, c'est à ce moment-là, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, que l'accent a été mis sur le concept, parce qu'en parallèle, on faisait ce constat qu'on fait encore de dégradation rapide et importante, de destruction de la nature, et donc des services des écosystèmes, et que ce message avait aussi la vocation, c'était un message d'alerte pour peser dans l'opinion publique. Alors, les services écosystémiques, bon, la définition, j'imagine qu'elle est connue par la plupart d'entre vous, sont les caractéristiques, fonctions ou processus écologiques qui contribuent de façon directe ou indirecte au bien-être de l'homme, c'est-à-dire les avantages que les populations peuvent tirer du fonctionnement des écosystèmes. Lorsqu'elle est sortie, cette définition, lorsqu'elle a été posée, elle a été sujet à de nombreuses controverses. La principale étant qu'on lui reprochait d'adopter une vision trop utilitariste, anthropocentrée et une marchandisation finalement de la nature, ce à quoi beaucoup de scientifiques notamment s'opposaient. Alors les auteurs, donc Robert Costanza, ont répondu à ça pour couper court à cette controverse, que ce concept était nécessaire pour faire prendre conscience à l'homme que pour son bien-être et sa survie, il dépendait de la nature, mais également qu'il en faisait partie intégrante. Donc pour eux, leur acception du service écosystémique, l'idée n'est pas de mettre l'homme à part de la biosphère et que l'homme tire des bénéfices et utilise la nature, mais qu'il prennent conscience qu'il faisait bien partie intégrante
de ce grand tout, et qu'en le détruisant, eh bien, il coupait aussi la branche sur laquelle il était confortablement installé. Et puis le deuxième argument qui a été avancé par ces auteurs, c'est de dire aussi que l'homme, eh bien, comme les autres espèces, effectivement, il utilise les ressources de son environnement pour survivre et pour prospérer, et que, enfin voilà, il n'y a pas forcément de mal à ça, c'est un fonctionnement normal. Et puis ce concept finalement, qui a été l'objet de nombreux débats, il a quand même permis d'introduire quelque part une nouvelle façon d'aborder notre relation à la nature, avec une approche qu'on peut considérer peut-être comme moins culpabilisante, c'est-à-dire qu'on avait toujours l'approche en disant l'homme dégrade les écosystèmes, c'est mal, il détruit la biodiversité, les espèces. Et là, finalement, on prend le problème dans l'autre sens et on explique, grâce à ce concept, pourquoi ces destructions, lui, sont néfastes, ce qui finalement est une approche, on va dire, plus pédagogique, et qui offrait une nouvelle argumentation pour la protection des écosystèmes, et puis qui permettait également aux acteurs de la protection de l'environnement de mieux valoriser et de légitimer leurs actions. Alors si on en revient à la définition, on peut aussi, des services écosystémiques que je vous ai donné tout à l'heure, on peut aussi la schématiser avec cette cascade, en partant des structures ou des processus biologiques qui sous-tendent des fonctions qui, pour certaines, peuvent être considérées comme des services par l'homme, selon comment on le voit. Et puis il y a une frontière qui se situe ici entre le service et le bénéfice, une notion de bénéfice qui implique de donner une valeur à ces services, et qui, comme je le disais avant, c'est bien à cette étape-là quand même que la controverse est née, puisque donner une valeur, ça ne plaisait pas à tout le monde, qu'elle soit monétaire ou pas d'ailleurs. Alors sur cette question de l'évaluation qui est centrale dans la notion de service écosystémique, on l'a vu dès le départ, dès 1977, la question qui se posait, c'était combien ça vaut finalement ces services. Alors à ce sujet, les auteurs et les ouvrages que j'ai consultés précisent que le préalable, évidemment, c'est de dresser la liste des services fournis par un écosystème qui vont permettre d'avoir une certaine reconnaissance. Mais en termes d'argumentation pour des politiques publiques et pour peser dans les choix que fait notre société, ça peut être insuffisant. Puisqu'on est dans une société qui est toujours qui doit faire des choix, des compromis en termes d'aménagement du territoire, de politique agricole ou autre. Finalement, les auteurs nous rappellent que dans le processus de choix, de décision, finalement, l'évaluation, elle est inhérente à ce processus, on ne peut pas vraiment s'en affranchir. Et ils prennent l'exemple que je trouve assez intéressant de dire que même les personnes qui refusaient, qui trouvaient que cette évaluation étaient hors de propos, eux-mêmes, quelque part, réalisaient une évaluation en disant la nature est au-dessus de tout, elle vaut plus que tout, et elle doit être primordiale et ne pas passer au second plan. Donc implicitement, ils font aussi une évaluation en plaçant la biodiversité, la nature et les services qu'elle nous rend au-dessus de toute autre action qui peut être menée. Une fois qu'on a accepté ce concept et qu'on est bien d'accord sur le fait qu'elle sous-tend également une évaluation, je leur dis qu'elle soit économique ou pas, se pose la question de comment évaluer. Et là, je vais faire un zoom, donc je suis resté dans les grands concepts jusqu'à maintenant. Je voulais zoomer un peu sur le cas français et voir de quoi on a besoin pour évaluer, et est-ce qu'aujourd'hui, dans le territoire, où en est-on et de quoi a-t-on besoin pour faire des évaluations de ces services écosystémiques. Alors pour parler de ce que je connais un peu, je vais prendre l'exemple des tourbières, et j'ai eu l'occasion en 2016 de rédiger un ouvrage qui s'appelait « Le panorama des services écosystémiques des tourbières de France ». Et j'ai choisi deux exemples sur ces questions d'évaluation. C'était la protection contre les inondations et le soutien des débits d'étiage, deux services qu'on attribue très fréquemment aux tourbières. Je pense que tout le monde a utilisé ou entendu en tous les cas
cette métaphore entre la tourbière et la grosse éponge qui absorbe l'eau quand il y en a trop et qui la restitue en été en période de sécheresse. Donc ces concepts effectivement sont avérés ou pas, d'ailleurs on pourrait en discuter, mais pour les évaluer on a besoin à un moment de quantifier ça. Eh bien, le constat que j'ai pu faire, c'est qu'en France, finalement, on avait assez peu de matière pour travailler là-dessus. En tous les cas, en 2016, quand j'ai rédigé le document, il y avait en gros la thèse de Jérôme Porteret qui évoquait ces aspects-là, thèse faite à l'Université de Saint-Étienne. Il y avait 2 papiers qui étaient sortis sur la plaine de la Sénégrière, dans les Cévennes, qui traitaient aussi du soutien des débits d'étiage. Une analyse bibliographique faite par Arnaud Duranel pour le PTB Vienne. Donc là, c'était pas non plus du travail de terrain, mais c'était bien de la bibliographie sur des contextes similaires à ceux du Limousin. Voilà. Et puis actuellement, alors c'était pas encore le cas en 2016, mais les travaux de l'école des mines de Saint-Étienne, dont on aura une présentation cet après-midi, qui s'intéresse justement à la quantification de ce soutien d'étiage par les tourbières. Donc on voit qu'avec ça, finalement, en France, alors j'ai peut-être loupé des documents, si vous en avez d'autres en tête, et des études sur ces sujets, je suis toujours preneur, mais on voit qu'on a finalement assez peu de données pour évaluer et quantifier ces services écosystémiques rendus, en tous les cas, par les tourbières. L'autre exemple que je voulais prendre, c'est celui du changement, de la lutte contre le changement climatique, un sujet hyper important en ce moment et très lié aux tourbières et au carbone qu'elles contiennent. On aura une présentation cet après-midi de Daniel Gilbert sur le sujet. Là, on est un peu mieux loti. Il y a un système national d'observation des tourbières. Il y a 4 sites qui sont instrumentés en France, qui sont équipés pour mesurer ces flux de carbone sous toutes ses formes dans les tourbières. Il y a également une thèse qui est en cours justement par Daniel Gilbert sur le volet, sur l'économie du carbone dans les tourbières. Mais malgré ça, il faut reconnaître qu'actuellement, on n'est toujours pas capable, en France, de donner, par exemple, la quantité de carbone qui est stockée dans les tourbières, sur tous les sites. On a des estimations à la louche, mais c'est quand même assez peu précis. Et on est encore moins capable de quantifier les quantités de gaz à effet de serre qui sont émis par ces tourbières dégradées. Donc on voit qu'on a encore un peu de travail à réaliser, et notamment les chercheurs ont encore un peu de boulot pour nous faire avancer sur ces questions. Alors j'ai cherché un peu les raisons aussi de ce manque de matière, ou en tous les cas qui est assez ténu. Et il semblerait que la sphère scientifique, finalement, se soit emparée assez tard de cette thématique des services écosystémiques. Il y a une sorte de retard à l'allumage, on va dire, pour des raisons politiques, pour des raisons de système d'évaluation des chercheurs, qui est assez peu incitatif, notamment pour prendre part à des grands programmes internationaux. C'est des choses que les chercheurs ne peuvent pas valoriser dans leur carrière, et donc stratégiquement c'est pas forcément hyper intéressant pour eux de bosser là-dessus. À titre d'exemple, je vous disais, le Millennium Ecosystem Assessment, c'était 1600 chercheurs, il y en avait 5 Français qui ont vraiment participé activement à ces travaux. Donc le concept est arrivé en France, mais assez tardivement, et on ne s'en est pas finalement emparé immédiatement. Alors ça, c'était il y a quelques années. Évidemment, si on est là aujourd'hui et qu'on parle de tout ça, c'est que la situation s'est améliorée. Et on a notamment actuellement alors une évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques qui est en cours. On peut voir aussi, alors j'ai pris l'exemple du rapport parlementaire de Frédéric Tufnel et Jérôme Bignon, Terre d'eau, Terre d'avenir, où là le concept de service écosystémique et de solutions fondées sur la nature est bien présent, et on voit que du coup ce concept a aussi atteint là, les sphères politiques. On voit aussi le développement des outils que sont les paiements pour services environnementaux, des grands programmes LIFE comme le programme LIFE Artisan et l'appropriation de la thématique des solutions fondées sur la nature, par exemple dans les agences régionales de la biodiversité qui viennent d'être créées. Et puis également de nombreux travaux des ONG sur ce sujet. Alors, apparemment, c'est quand même grâce à ces ONG, l'UICN France, le WWF, FNE,
ce sont eux finalement qui se sont appropriés en premier ce concept de service écosystémique parce qu'ils ont tout de suite vu l'intérêt qu'il y avait en termes d'argumentation. Et comme je le disais en début de présentation, tout l'intérêt que ça pouvait représenter en termes d'argumentation et pour légitimer leur action. Et les ouvrages finalement disent que c'est grâce à ces ONG que le concept a pu se diffuser en France, que des liens ont été créés également avec la sphère scientifique, un peu tardivement, mais ça s'est fait. Et puis que le concept a également pu diffuser aujourd'hui jusque dans les sphères politiques et être bien pris en compte, faire couler de l'encre et organiser des rencontres comme celle d'aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire sur les services écosystémiques et je vous remercie pour votre attention.